Salut, c'est Ryo, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, c'est la vidéo du bilan de décembre 2024. Alors ouais, j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'il n'y aurait plus de vidéo de 2024. J'ai pas réfléchi assez longtemps pour vous dire ça. Mais voilà, c'est parti pour ce bilan. Alors, dans ce bilan lecture, c'est 18 tomes. Mais en réalité, j'en ai lu 16 ce mois-ci puisque il y a un manga en 2 tomes que j'ai oublié de vous présenter le mois dernier. Donc c'est parti pour ce bilan. Déception, nouvelle lecture, il y a pas mal de choses, let's go. Et on commence ce bilan avec Kill Blue de Takatoshi Fujimaki. Donc ça m'avait été conseillé par certains dans les commentaires, donc je l'ai acheté, je l'ai lu et je vous en parle maintenant. Donc Kill Blue, en fait, c'est l'histoire de Ogami, un agent secret qui va se faire piquer par une guêpe. Et à son réveil, il va avoir repris son corps d'ado. Sauf que voilà, il a une maison, il est divorcé, il a une voiture, il a des prêts. Et... En bref, c'est la vie de tous les jours, quoi. Il doit payer les choses de tous les jours. Sauf qu'en étant adolescent, tu peux pas bosser. Mais son patron lui propose de bosser, mais en retournant au lycée. Lui qui est pas forcément à l'aise avec les enfants, ça va être une vraie mission pour lui. Alors Kill Blue, j'ai commencé et les premiers chapitres, je les ai trouvés trop laborieux. J'ai trouvé ça même poussif. Par exemple, on a un homme exhibitionniste qui débarque au lycée, qui prend en otage 2 filles. Je trouve ça un peu trop tiré par les cheveux. Je pense que pour montrer justement les performances de ce personnage, mais il est très très bon tireur, et je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose que un truc aussi farfelu et un peu décousu, j'ai trouvé. Et donc dans ces premiers chapitres, ça va vite, super vite même, trop vite pour moi. En fait, on voit bien que le manga est destiné au public japonais qui va lire ça dans le magazine de pré-publication. Donc nous, ça va, on a un tome pour accrocher, dans le magazine, ils ont un chapitre. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'ils y vont à fond. On veut mettre les bases de l'histoire pour dire, alors voilà ce qui va se passer, attention, reste là, reste avec nous dans cette histoire, tu vas voir, ça va être cool, ça va être cool. Donc sauf que pour moi, ça va beaucoup trop vite. On a du mal à s'attacher au départ au personnage. Mais justement, une fois en fait qu'ils ont posé les bases de cette histoire, c'est-à-dire à peu près à la moitié du manga, plus ou moins, là ça commence à devenir intéressant, puisque le manga se pose enfin, on commence enfin à comprendre la psychologie du personnage d'Ogami. En plus, il va y avoir un personnage féminin qui va rentrer en jeu dans l'histoire, qui est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, ce duo amène quelque chose de frais, je trouve. Et c'est vraiment cette seconde partie, en fait, qui fait presque tranche de vie, parce qu'on va le voir interagir. Il va essayer de trouver un club. Il va se trouver dans une situation assez cocasse. Et ça, c'était plutôt intéressant, d'autant qu'on creuse, en fait, en même temps, le personnage principal, Ogami, et aussi Noren, qui est donc la jeune fille qui est arrivée en cours d'histoire, et qui est pareil, très intéressante, en fait. Et c'est vraiment plutôt le côté psychologique que j'ai bien aimé des personnages, et le côté tranche de vie pour l'instant, que ces premiers chapitres où on veut nous faire comprendre toute l'histoire, c'est-à-dire, attention, c'est un agent secret, il se fait piquer, il est envoyé dans un lycée, pourquoi, comment? En plus, voilà, regardez, il s'est tiré, il est super bon. On veut nous faire tellement manger d'informations dans les premiers chapitres que moi, j'ai trouvé ça plutôt indigeste et j'ai préféré donc la suite. Donc au final, mon avis sur ce premier tome, je reste plutôt convaincu finalement, malgré les premiers chapitres que j'ai trouvé indigestes. Je lirai donc la suite puisque j'ai bien aimé le personnage d'Ogami. J'ai bien aimé justement le fait que ça soit un vieux, on va dire ça comme ça, parce que il est pas vieux, hein. Pas pour moi en tout cas, qu'il soit dans le corps d'un adolescent et du coup qu'il y a des réflexions d'adolescent. J'ai trouvé le contexte assez bien écrit au final, c'est intéressant cette différence entre le physique et l'âge du personnage, et surtout il a des conversations avec un autre personnage dans l'oreille qui est justement lui un vrai adolescent et qui lui dit fais plutôt ça, fais plutôt ci, fais pas ça, ça passera pas auprès des jeunes. Et j'ai bien aimé justement cette petite transition assez cool puisque on nous montre justement une différence entre les personnes plus âgées et les jeunes d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai plutôt bien adhéré malgré un début compliqué. On poursuit avec Silence, le tome 4 de Johan Vornier. Donc ce manga français que j'ai déjà parlé plusieurs fois puisque on est au tome 4 et j'aime beaucoup. Et là pour le coup, ce tome 4, il fait partie de mes préférés parce qu'on en découvre un peu plus sur la cité de Hautfort, qui est censé être un havre de paix, et puis finalement, c'est clairement pas le cas. D'ailleurs, nos personnages vont en faire les frais. Dans ce tome, et comme la couverture le suggère, Ozel, un personnage que j'aime beaucoup, est vraiment mis au devant de la scène, et ça, c'est pas pour me déplaire, c'est un personnage de caractère bien trempé.
Je trouve qu'elle est vraiment cool et du coup, bah, j'ai bien aimé ce tome parce que voilà, on en découvre un peu plus aussi sur ce personnage. Je vous le disais, bah, c'était mon tome préféré parce qu'on a vraiment le meilleur de ce que nous a fait Johan Vorner depuis les 3 premiers tomes. On a vraiment une histoire dynamique, entraînante, passionnante, des personnages attachants avec un design très très différent les uns des autres et pourtant tout ça, ça se marie très bien dans ce manga. Donc voilà, tout ça, ce scénario, tout ça, bah, ça donne vraiment un cocktail explosif pour ce 4e tome et j'ai vraiment adoré. Donc je suis très impatient de savoir la suite. Je mise beaucoup sur ce manga français en ce moment. J'avoue que c'est vraiment un de mes coups de cœur puisque ça me touche particulièrement. Ensuite, on passe à Adieu Eiri de Tatsuki Fujimoto. Alors là, franchement, c'est vraiment une pépite. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais moi, 17-21 et 22-26, je sais plus. Et Look Back, bah, j'avais pas spécialement apprécié. Un peu plus Look Back quand même si ça m'avait laissé de marbre au niveau de l'émotion. Mais là, franchement, c'est vraiment génial. Alors, j'ai vraiment aimé son découpage. Ça reste vraiment dans son postulat de caméra embarquée. C'est vraiment un pur génie au niveau scénaristique. C'est très méta. Et d'ailleurs, des fois, on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est là tout le génie du mangaka. Tout au long du récit, il va nous distiller en fait des indices d'ici et là pour nous dire, bon bah voilà, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Et lui, il nous pose comme ça des petits indices, à nous de réfléchir. Et après, bah, à nous d'être surpris ou pas de la fin. Donc j'ai énormément apprécié Adieu Eiri. Grâce à son découpage super intelligent, il arrive justement un peu à perdre en fait le lecteur entre le vrai et le faux. J'ai trouvé ça vraiment excellent. En plus, il aborde avec finesse des thématiques qui sont très peu abordées comme la mort. Alors certes, la mort, c'est de manière générale peut-être plus abordé, mais qu'est-ce qu'on en fait après en fait? Quels souvenirs on décide de garder et qu'est-ce qu'on met de côté? Et ça, clairement, c'était plutôt inattendu et c'est vraiment pas un truc très exploité, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, au global, je ne peux comme tout le monde que conseiller Adieu Eiri. C'est vraiment un petit génie, Tatsuki Fujimoto sur ce manga. Il a vraiment su adapter le format manga à cette histoire très cinématographique avec un découpage toujours presque en 4 cases. Et franchement, c'était excellent. On continue avec un manga dont j'ai oublié de vous parler au mois de décembre. Et c'est Wolf and Parchment. Alors ouais, cette suite de Spice and Wolf. Donc en 2 tomes, malheureusement. Alors franchement, j'ai d'ailleurs énormément apprécié retourner dans l'univers de Spice and Wolf et son ambiance médiévale. En plus là, on a un style graphique qui est pas sans rappeler la première adaptation du même éditeur qui est là. Donc c'est pas le même style, mais on s'en rapproche énormément et déjà je vais adorer le style graphique, bah là c'est encore très plaisant. On repart à l'aventure cette fois-ci, non pas dans une romance mais entre frères et sœurs, et pourtant malgré tout on retrouve vraiment l'ambiance unique de Spice and Wolf avec ce côté comique et ce côté très stratège qui est vraiment unique à ce titre. Mais voilà, malheureusement l'histoire se termine à peine a-t-elle commencé. Donc comme vous l'avez compris, moi j'ai vraiment adoré la lecture de ces 2 tomes, mais quelle frustration de se retrouver à la fin du dernier sans fin en fait, parce que ça clôture même pas un chapitre, un arc, non, c'est vraiment au beau milieu de l'intrigue, paf, c'est fini. Donc on n'a pas eu de suite depuis 2020 au Japon, on l'aura donc jamais, clairement, je pense qu'on ne l'aura jamais, hein. D'ailleurs j'en ai déjà parlé, mais j'ai déjà fouillé le compte X du mangaka et il y a plus de nouveau, il ne parle plus du tout de cette œuvre depuis très longtemps. Il est vraiment parti sur autre chose. Donc voilà. Que dire de plus? Bah, j'ai adoré. Malheureusement, il y aura jamais la suite. Alors si comme moi, vous êtes un peu couillon et vous voulez quand même découvrir la suite, vous pouvez toujours les acheter, hein. En vrai, c'est toujours excellent, c'est toujours bien écrit. On retrouve vraiment l'univers Spice and Wolf, mais vous aurez la frustration à la fin de ne pas avoir de suite, alors que pourtant ça commençait vraiment très bien. Les personnages étaient attachants, on trouvait cette ambiance unique. Et voilà, malheureusement l'histoire s'arrête ici. On poursuit avec Médaliste, le tome 4, manga de Tsurumae Kada. Donc bah franchement, que dire, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé. J'aime ce manga et bah dans ce tome 4 ça ne change pas. D'ailleurs on débute le manga toujours avec
de très belles pages couleurs. J'espère que d'ailleurs l'édition française va les garder tout au long de la parution, parce que je ne sais pas si le manga fonctionne très bien. Il y avait des bruits de couloir qui laissaient croire que non. Mais bon, il y a l'animé qui vient d'arriver, donc peut-être que ça va booster un peu plus les ventes chez nous. Comme toujours, les graphismes sont vraiment grandioses. Franchement, c'est vraiment trop beau. D'autant plus que quand on a des belles scènes de patinage artistique chorégraphiées, là, c'est à tomber par terre. Enfin moi, en tout cas, j'adore le style. En soi, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce tome. J'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, ça nous procure beaucoup d'émotions. J'aime énormément le personnage de Tsukasa. D'ailleurs, des fois, je suis presque à me dire que j'aurais aimé découvrir son histoire à lui plutôt que son histoire actuelle. Comment il en est venu à faire du patinage, tout ça. Bien que j'aime quand même les enfants à qui il apprend le patinage, j'avoue que Tsukasa est le personnage pour moi, pour l'instant, qui est vraiment au-dessus des autres. Je le trouve beaucoup plus attachant et c'est aussi peut-être parce que j'ai un regard d'adulte là-dessus et moins enfant, donc voilà, ça passe mieux pour moi en tout cas ce personnage. Mais ça m'empêche pas quand même d'apprécier Inori, un personnage qu'on suit depuis le début, et surtout Ryo qui vraiment dans ce tome se révèle enfin. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Il faut que je lise la suite. J'aurais voulu lire le tome 5 à temps pour ce bilan lecture, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. On continue et on clôture la critique de Circé avec son volume 4 d'Anaïs Eustache. Donc voilà, c'est le dernier tome pour ce manga français. Donc j'avais énormément adoré le manga jusqu'ici. Alors là, on est face à une fin très dynamique. D'ailleurs, ça va beaucoup plus vite que dans les autres tomes où c'était beaucoup plus posé et beaucoup plus centré, on va dire, sur les émotions des personnages, bien que le récit avançait quand même. Mais là, on est sur un tome où il y a beaucoup d'action, ça va très vite. Et j'ai quand même beaucoup apprécié, malgré que des fois j'ai eu l'impression que ça allait beaucoup trop vite, peut-être un peu rushé. Mais en fait, c'était juste hyper dynamique, il se passe beaucoup de choses. Très impressionné par les pouvoirs de Thomas, j'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs. Malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais l'épilogue, c'est seulement 8 pages. Alors c'est à la fois suffisant, donc on n'est pas trop frustré. On arrive à être satisfait de ces 8 pages, mais durable aurait été bien quand même en fait. J'aurais aimé savoir ce qui se passe entre le dernier chapitre et cet épilogue, en savoir un peu plus sur ce qui passe pour certains personnages, quoi. Malheureusement, on n'aura jamais l'info, à moins de demander à l'auteur ce qu'elle a imaginé, si elle a imaginé d'ailleurs, est-ce qu'elle a réfléchi à ce qui se passait entre ces deux moments. En tout cas, on a quand même la conclusion qui sera satisfaisante. Donc Circé, c'est vraiment une très bonne découverte du manga français. Les dessins d'Anaïs Eustache sont vraiment très beaux et elle arrive vraiment à nous faire des histoires qui sont très prenantes, un récit très bien écrit et ça rend vraiment les personnages aussi très attachants parce qu'elle mise aussi beaucoup sur l'émotion et moi j'y suis très sensible. En tout cas, c'est une autrice que je vais suivre de près, donc on va voir quel sera son prochain projet. On continue avec le tome 15 de Dan Dadan. Donc ouais, Dan Dadan, je n'ai pas grand chose à dire dessus, c'est toujours un excellent cru. C'est un excellent tome, ce tome 15, et on apprend à découvrir un nouveau personnage, la déléguée. Entre nouveaux fantômes, nouvelle histoire touchante et des moments d'action très déjantés, ce tome, je l'ai vraiment lu avec énormément de plaisir. J'ai passé vraiment un excellent moment, comme d'habitude, avec toute cette troupe d'amis, si je puis dire, dans le groupe de Okarun et Momo. Et je suis vraiment impatient en fait d'en savoir plus sur ce professeur très énigmatique et toujours de découvrir où est passée la boule d'Okarun. Ensuite, j'ai lu aussi, et c'est dans le mauvais sens, Dédale. Et ouais, Dédale, donc très bel objet, franchement, pour cette édition qui regroupe les deux tomes. On a vraiment une couverture rigide au top, un papier très bien épais, un bon grammage, on ne voit pas à travers, et ça, c'est vraiment un bon point. Pour l'histoire, en fait, je découperai le manga en deux parties. Il y a la première partie où, comme les deux héroïnes de cette histoire, j'ai découvert dans le monde dans lequel elles se sont réveillées. Donc un monde qui a toute une logique, qui est un peu en lien, un parallèle avec le jeu vidéo, puisque d'ailleurs, ça tombe bien, nos deux héroïnes, en fait, sont testeuses de jeux vidéo. Elles vont se réveiller dans ce monde et se demander ce qui se passe. Donc j'ai beaucoup aimé toute cette découverte de ce monde. Il y a plein de mystères, tout ça. Et surtout une logique très jeu vidéo que j'ai trouvé ça très intelligent en fait. C'était très bien pensé. Et puis vient en fait la deuxième partie où là on commence à avoir des révélations, pourquoi elles sont là, comment. Et là j'ai beaucoup moins apprécié en fait. J'ai trouvé que parfois ça traînait un peu en longueur et pourtant je sais bien que c'était nécessaire. Aucun élément de l'histoire n'est laissé au hasard
et tout amène à quelque chose. Mais là, pour le coup, bah, j'ai trouvé ça long, cette deuxième partie. Même si c'était nécessaire, mais j'ai moins apprécié, en fait. Donc, au global, bah, je suis un peu mitigé, en fait. J'ai bien aimé le début, j'ai moins aimé la suite. J'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien menée, le monde décrit est vraiment intelligent, mais voilà, la seconde partie m'a laissé perplexe. En fait, c'est la révélation que j'ai pas aimé, je pense. Cette révélation dit, moi, voilà, ces deux personnages sont là parce que, mais je vous le dirai pas bien sûr, et à partir de là, bah, ouais, c'est presque tombé à l'eau pour moi. J'aurais préféré autre chose et c'est pour ça que pour moi, bah, Dédale, ce sera un bon manga, mais pas, je l'apprécierai pas autant que ce qui semblait être un excellent manga, puisqu'il avait eu le Daruma du prix du jury, et j'ai vu beaucoup d'excellentes critiques sur ce manga. Bon, bref, moi, j'ai pas plus adoré que ça. J'ai passé un bon moment, mais il finira peut-être sur Vinted. On continue avec un autre manga français, et c'est Space Punch, le volume 5 de Z. Et ben, l'histoire devient de plus en plus sombre, et ce sont vraiment les personnages qui vont en pâtir. On a vraiment un bon rythme et des moments très surprenant au niveau de la cruauté. Il y a parfois même une scène d'ailleurs qui va glacer le sang parce que j'ai trouvé ça très cruel, mais bon, c'était aussi à la fois jouissif, mais ça je peux pas trop vous en parler. Ce serait à vous spoiler en fait. Donc c'est un tome, comme le montre bien la couverture, qui est centré sur Kim. Et franchement, j'ai trouvé l'histoire très intéressante, j'ai bien aimé suivre ce personnage qu'on découvrait déjà dans les précédents tomes, et là on en sait un peu plus sur elle. En plus, elle est vraiment dans une histoire complexe, dans une situation plutôt complexe, et c'était à la fois dur, à la fois touchant, à la fois triste, et j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce tome. Alors bien que Zach et Joe soient beaucoup moins présents, l'intrigue générale en fait avance, et d'ailleurs pour moi ce tome est vraiment encore une fois un excellent tome. Je sais pas ce qui s'est passé sur ce mois de décembre, mais entre Silence qui était vraiment excellent, la fin de Circé du coup j'avais beaucoup aimé aussi, et Space Punch tome 5, pareil, j'ai passé vraiment un très bon moment. D'ailleurs, la fin ne manquera pas de nous tenir en haleine jusqu'au prochain tome. Je vous l'avais dit, mais Batan, c'était mon autrice préférée de 2024. Donc forcément, j'ai tenté sa série entre nos mains. Donc je vous en ai parlé aussi dans la dernière vidéo sur le résumé, l'histoire de deux filles en fait qui étaient amoureuses au lycée et qui, une fois le lycée terminé, se sont perdues et se sont retrouvées plus tard. Sauf que l'une, en fait, est sur le point de se marier et l'autre n'a toujours pas fait l'impasse de cet amour. Donc voilà, donc cette fois-ci, Batan tape très fort encore. C'est toujours super réaliste. Ici, on nous montre bien la pression de la société, en fait, sur cet amour hors norme. Et c'est ponctué par quelques messages super bien placés. L'histoire est très tranche de vie, mais c'est très plaisant à lire. Et en plus, c'est teinté vraiment par plusieurs problèmes que peuvent avoir les femmes de nos jours. Au global, eh ben, franchement, j'ai bien aimé Entre nos mains. Je pense que j'ai apprécié un peu plus, pour le coup, Jalouse. Parce que autant dans celui-ci, je pense que les deux premiers tomes, je les ai énormément aimés. Et le troisième tome, je le trouvais un peu plus longué. Je trouvais que c'était un peu plus long, même si j'aime beaucoup la conclusion. D'ailleurs, le dernier chapitre, j'ai été assez surpris par la thématique prise de ce petit dernier chapitre, ce petit épilogue, mais ça mène toujours à la réflexion. Un bilan en lecture sans Kentaro Sato, ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et c'est pour ça, ce mois-ci, j'ai lu Immortalité et Châtiment, le volume 2, donc de Kentaro Sato. Donc l'histoire reprend là où le tome 1 nous avait laissé dans ce Love Hotel qui n'a vraiment plus rien d'excitant. Kentaro Sato réussit une fois de plus à m'entraîner dans cette histoire, avec un découpage très cinématographique comme il l'avait jamais fait auparavant. Il y a énormément de suspense dans ce tome. On apprend à mieux connaître nos protagonistes et aussi à en découvrir de nouveaux. Et les nouveaux sont pas super sympas, on peut dire. L'histoire se mêle et se démêle via des histoires parallèles ou des flashbacks. Et c'est là vraiment tout le génie, encore une fois, de cet auteur. C'est vraiment le côté cinématographique de nous mélanger les chronologies et de tout nous relier via des petits éléments assez anodins, on peut dire. Donc encore une grande réussite pour ce mangaka coup de cœur, franchement, le manga est excellent, j'ai passé un très très bon moment. Le seul point négatif en fait, c'est que ça se lit beaucoup trop vite et du coup l'attente entre les tomes, c'est assez insoutenable. Donc ouais, j'adore vraiment Immortalité et Châtiment. Un très très bon manga que je ne peux que vous conseiller. On passe à Rakai de Bibliothèque, le volume 2 de
Zuino et Keike Yama. Donc Rakai de bibliothèque, c'est vraiment le genre de titre où c'est vraiment posé, c'est calme, c'est chill. Et puis bah un peu trop pour moi parce que je me suis en fait ennuyé en lisant ce tome-là. Alors bien qu'on nous expose vraiment les différents boulots que puisse faire un bibliothécaire dans une journée de travail, différentes choses qu'il puisse faire, et ben ça m'a pas convaincu. Je suis pas très réceptif en fait, je trouve, à l'humour du manga. Et franchement, je suis plutôt même déçu. Je suis déçu par ce tome, et pourtant j'aime bien les différents personnages. J'aime le héros, même si je me souviens jamais de son prénom. Ishidaira, ok, mais c'est marqué là. En fait, pour moi, le souci, c'est que ça manque d'enjeu, et je suis pas sûr que Rakai de bibliothèque soit un de ces titres où il va y avoir un véritable enjeu. Je pense que le prochain tome pourra vraiment être le dernier si je m'ennuie encore une fois. Le premier tome m'avait laissé perplexe, et là pourtant, j'ai bien apprécié ce second tome, et on parle de Versus, le volume 2. Un manga de Wan Kyoutaroou Azuma et posé, alors je sais toujours pas comment ça se prononce, mais ce sera ça pour moi. J'ai beaucoup apprécié ce second tome, j'ai l'impression qu'on a vraiment un tome qui est un peu plus construit sur la même timeline. J'ai trouvé que là, le premier tome avait un tome découpé en plusieurs parties avec des ellipses un peu trop d'ellipses, et là vraiment on a une continuité et j'ai préféré. En fait, l'histoire commence vraiment et on découvre vraiment tous les enjeux de ces mondes parallèles et surtout de ces différents ennemis. Et du coup, bah, c'est vraiment ces différents ennemis et ces enjeux qui m'embarquent enfin dans cette histoire. D'ailleurs, je trouve l'auteur assez cruel, hein. Il n'hésite pas à faire un véritable massacre. On découvre des personnages au début du tome et au final, il en reste que très peu à la fin. Et c'est aussi ce côté cruel en fait que j'aime bien dans l'histoire. On voit que les choses vont pas être faciles et justement ça met une certaine tension. Il y a des passages où vraiment j'étais à la place des personnages, je me dis voilà, c'est vraiment tendu. Qu'est-ce qui va se passer quoi? J'ai beaucoup aimé découvrir les nouveaux personnages des différents mondes. Je trouve ça plutôt bien amené. On découvre en plus leurs différentes façons de voir les choses et de penser. Comme d'habitude, on a vraiment un dessin impeccable et un design vraiment très différent entre chaque tribu. Donc ce second tome m'a vraiment convaincu. J'ai l'impression que l'histoire débute enfin et elle est vraiment sans pitié. C'est un vrai régal scénaristique. On a vraiment quelque chose de croustillant et vraiment j'attends la suite avec impatience. J'espère qu'elle sera vraiment au même niveau. Encore une fois, le précédent tome ne m'avait pas convaincu pour ce manga Chronique de la mariée de Bretagne de Junji Takehara. Alors, je vous l'avais dit, le premier tome, j'avais aimé, le second tome un peu moins, j'ai été moins embarqué dedans. Et pour ce troisième tome, et ben finalement, j'ai été plutôt convaincu. On est à la recherche de l'assassin du père d'André, et bien que l'enquête avance doucement, c'est toujours plaisant à suivre. D'autant plus on est face à différents personnages, et dont des personnages historiques. Et tout ce mélange, eh bien, ça donne un petit côté véridique et très sympathique à l'histoire, d'autant plus que bah, ça se passe en Bretagne et en France, donc moi qui suis un peu chauvin, je trouve ça plutôt cool. Je trouve que l'histoire prend un petit côté Game of Thronesque, comme j'aime le dire. Bon, j'ai vraiment passé un agréable moment sur ce troisième tome. J'aime vraiment la tournure que prend l'histoire, un peu Game of Thronesque. J'aime toujours autant le personnage de Thomas, bien qu'il soit pas des plus centraux dans ce tome-ci. Mais en tout cas, l'histoire avance. Je trouve que c'est plutôt bien amené. Et puis bon, bah, les dessins, j'en ai pas parlé, mais les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Alors, je pense que la dernière fois, j'avais dit que j'allais peut-être arrêter, je ne sais plus, mais en tout cas, non, pour l'instant, ce tome m'a beaucoup plus convaincu, donc je poursuivrai cette lecture. Bon, on reprendra bien une petite touche de manga français. Allez, Reaper, le volume 4. Eh ben, j'ai beaucoup aimé ce volume 4 que j'ai trouvé extrêmement dynamique. Il y a pas mal de révélations, beaucoup de surprises dans ce quatrième tome, et on a aussi un très bon flashback qui explore en fait le lore de cette histoire, et c'est très intéressant à suivre. Malheureusement, l'auteur a tenté une séquence émotion dont je n'ai pas du tout été sensible. Alors, je sais pas si c'est le choix d'avoir tenté de mettre un flashback avant le combat, après, enfin c'était... Non, d'ailleurs, je crois que c'est même après le combat, si je me souviens bien. Et du coup, bah... Pour moi, quand un ennemi est un ennemi, même si je vois son passé après, bah... C'était un peu trop tard pour s'y attacher, en fait. J'ai trouvé d'ailleurs compliqué à comprendre pourquoi Junk voulait absolument sauver ce personnage. Et je pense que le flashback, bah, en fait, arrive beaucoup trop tard. Donc du coup, j'ai eu le souci de m'attacher à ce personnage-là. Et pour moi, bah, ça m'a pas touché.
par moment, on a vraiment de très belles doubles planches. Franchement, les dessins, j'en ai déjà parlé, mais ils sont vraiment très très beaux. Alors l'auteur nous dit que c'est vraiment la fin d'un arc, mais moi en fait, en lisant ce tome-ci, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, l'histoire va vraiment commencer que maintenant. J'ai l'impression que c'était peut-être les bases qui étaient posées jusqu'à là. On a vraiment du coup un récit qui avance, des mystères qui sont posés, on se pose beaucoup de questions, donc la fin d'un arc, ouais, mais ça semble surtout être le début de quelque chose de très passionnant. Et ça, c'est la lecture de dernière minute. Et j'ai lu Frieren, le volume 1. Alors ça faisait un moment que je l'avais parmi ma palle. Pour tout vous avouer, j'ai lancé le premier épisode et j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Je me suis dit, bon allez, quel intérêt de regarder l'animé si j'ai le manga là. Donc je me suis empressé de lire ce tome juste avant de tourner d'ailleurs cette vidéo. Et ben j'ai beaucoup aimé Frieren en fait. J'aime beaucoup son univers déjà Heroic Fantasy, ça j'aime énormément. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se passe pas grand chose, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'est pas un manga d'action, ça c'est sûr. J'ai trouvé qu'il se passait pourtant pas grand chose et pourtant c'est passionnant. C'est assez tranche de vie, on découvre beaucoup les personnages. Et en fait, c'est vraiment basé sur les ressentis, les émotions que peuvent avoir les personnages. Puisqu'on on suit Frieren, donc cet elfe qui a combattu le démon, le roi des démons, avec une troupe. Sauf que voilà, au fur et à mesure du temps, bah forcément, les personnes qui l'ont accompagné commencent à vieillir et donc aussi à mourir. Ils vont mourir les uns après les autres. Pour elle qui a une vie beaucoup plus longue, elle va se rendre compte qu'en fait, elle ne les connaît pas tant que ça. Et elle va partir en fait à la quête, une certaine quête, c'est la quête de découvrir en fait un peu plus l'être humain, un peu plus ses sentiments et en fait d'essayer de les comprendre. Et j'ai trouvé vraiment le récit plutôt bien écrit. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que parfois il se passe pas grand chose, et pourtant c'est toujours passionnant parce que c'est bien raconté en fait. En plus, on a des dessins qui sont vraiment très très beaux. Donc voilà, ce premier tome de Frieren m'a convaincu. Maintenant, je sais pas si je vais continuer le manga ou je vais plutôt continuer l'animé. J'avoue que l'animé m'a fait une encore plus meilleure impression encore. D'autant plus, l'animé, voilà, il y a les musiques, tout ça, et d'autant plus que les musiques sont faites par Evan Cole. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait les musiques de Violet Evergarden et qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai retrouvé vraiment cette ambiance très médiévale dans l'animé. Oui, je tends le manga, mais je dis dans l'animé. Donc voilà. Je sais pas trop si je vais continuer le manga ou l'animé d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez vu les deux, qu'est-ce que vous me conseillerez de faire? Il y a un manga, regardez l'animé. J'avoue, je suis plus tenté par l'animé parce que j'ai trouvé l'animation, la musique, tout ça vraiment, vraiment belle. Mais le manga, pour l'instant, ce premier tome était vraiment très bon. Voilà qui conclut cette vidéo de mon bilan lecture 2024 de décembre. Donc j'espère que vous avez apprécié mes critiques et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un petit vlog que je vous ai préparé. Alors c'était pas spécialement prévu, mais je trouvais que l'occasion s'y prêtait bien. Donc, je me suis tenté sur un vlog achat manga avec une petite dédicace au bout. C'était plutôt cool. Mais ça, vous le découvrirez jeudi prochain à 17h. C'était Rio et je vous dis à la prochaine. Salut!